Je m'appelle Sébastien Brault, je suis développeur chez Orange, développeur sur plateforme mobile exclusivement depuis une dizaine d'années. Quelles que soient les vicissitudes du métier de développeur, j'ai toujours bien dormi. Et puis, il y a 3 ans, j'ai commencé à lire pas mal de choses sur l'environnement, le réchauffement climatique, etc. Un petit peu difficile d'y échapper. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des nuits un peu moins sereines. Alors, ce que je vais faire ce matin, c'est partager mes insomnies avec vous. Notamment au cours de mes lectures, je suis tombé sur un document, un rapport du Shift Project qui s'appelle les impacts environnementaux du numérique et qui posait la question de savoir si quand on parle du numérique, on parle de quelque chose qui fait partie du problème ou de la solution. En gros, dans la littérature, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent que le numérique, c'est évidemment une bonne chose, ça permet de faire les choses de manière plus optimum, de manière plus intelligente et au final de consommer moins d'énergie. Et il y a une autre école qui dit oui, le numérique, c'est un outil absolument génial, mais quand même, quand on parle de numérique à l'échelle mondiale, il y a quand même une question qui se pose au niveau de la consommation d'énergie. Donc le but de ce rapport, hein, enfin les auteurs du rapport, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas un pays qui est capable de vous dire quelle est la consommation électrique qui est liée au numérique, il y a très peu d'entreprises qui sont capables de le faire, sont partis sur un système d'études, donc ont compilé des études universitaires, élaboré des modèles, enfin pris les modèles qui étaient présentés par ces études, pris des données de parc et ils ont fait des calculs autour de ça pour essayer d'avoir des ordres de grandeur qui n'ont pas été démentis jusqu'à aujourd'hui, qui ont été confirmés par d'autres rapports. Donc quand je vais parler du numérique dans la suite, là, ça inclut réseau de télécommunications, data center et terminaux. Et dans les terminaux, on mettra les ordinateurs personnels, les smartphones, les tablettes, les téléconnectés, les capteurs IoT, et on exclut ce qui est IoT industriel. Le premier chiffre, le premier chiffre qui saute aux yeux dans ce rapport, il concerne la consommation finale énergétique du numérique au niveau mondial. Donc je parle bien de la consommation énergétique, pas de la consommation électrique, énergétique. C'est-à-dire que le camion qui vous a amené le smartphone jusque chez vous, c'est pris en compte. La pelleteuse qui gratte dans le sol pour extraire des minerais qui seront utilisés dans la fabrication de votre téléphone, ça compte. Consommation énergétique. Et cette consommation, selon les scénarios, en gros, elle augmente de 9% par an. 9% par an, ça double tous les 8 ans. 9% par an, c'est énorme. Vous prenez votre salaire, vous faites 9% par an dans quelques années. Vous allez voir, c'est waouh, super. Pour la situer par rapport à la consommation énergétique mondiale, c'est 1,5 par an. Donc c'est quelque chose, la consommation énergétique du numérique, qui évolue beaucoup plus vite que la moyenne. Alors, quelque chose qui est très petit et qui évolue beaucoup va rester très petit longtemps. Donc après, c'est intéressant de regarder ce que ça représente par rapport à la consommation énergétique globale. Et ben, en 2013, c'était 1,9% de la consommation énergétique mondiale qui était consacrée au numérique. Ça paraît peu. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près ce que consomme la France en 2015, quoi, qui est la 6 ou 7e puissance mondiale. En 2017, on est à 2,7%, c'est-à-dire l'équivalent de ce que consomme l'Allemagne, 4e ou 5e puissance mondiale. En 2020, on est au niveau du Japon, 3,3%, 3e puissance mondiale. Et après, selon les scénarios qu'on va suivre, on va être en 2025, si on est capable de faire suffisamment d'efficacité énergétique, on va arriver à le maintenir à 4,5%. Mais 4,5% en ordre de grandeur, c'est ce qu'on appelle les bunkers. C'est tous les échanges internationaux qui sont faits par bateau et par avion, qu'on compte pas dans les pays, puisque c'est des échanges internationaux, on les compte à part. Et ben, le numérique, ça consomme autant que ça. Et si jamais, en termes d'efficacité énergétique, on plafonne au bout d'un moment parce qu'on a mis en place toutes les bonnes pratiques, on peut tabler sur plutôt 6%. 6%, vous êtes au niveau d'un continent comme l'Afrique. L'Afrique n'est pas le continent qui consomme le plus d'énergie dans le monde, mais néanmoins, on est quand même de l'ordre d'un continent. Et en mettant en place des politiques de sobriété, donc sobriété, c'est pas, comme dirait Laurent Alexandre, retourner au Moyen-Âge. Sobriété, c'est d'avoir une demande qui serait équivalente à ce qu'on avait aux alentours de 2012. Là, on resterait sur les mêmes chiffres que 2020. Si on essaye de transformer ça en ce que ça donne en gaz à effet de serre, il faut faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas sur ce qu'on appelle le mix énergétique mondial, parce que toutes les données que je vous donne là sont au niveau mondial. Au niveau mondial, on utilise encore 80% d'énergie fossile. Ce qui a augmenté le plus les 15 dernières années, c'est dans l'ordre le charbon, le gaz, le pétrole. L'éolien, le photovoltaïque, c'est paumé quelque part par là dans l'épaisseur du trait.
Donc si on transforme tout ça en gaz à effet de serre, on a des chiffres aussi assez hallucinants. 2,5% en 2013 des gaz à effet de serre de la planète sont liés au numérique. Pour vous donner un ordre de grandeur, toujours pareil, la France, c'est 1,1% à peu près à la même époque. Donc c'est 2 fois et demi la France. 4% en 2020. 4% en 2020, vous êtes sur le niveau d'un pays comme l'Inde en termes de gaz à effet de serre. Donc l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants et c'est un mix énergétique très carboné, beaucoup à base de pétrole. Et puis si on poursuit en 2025, 8%, là vous faites votre marché, vous avez une répartition mondiale des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que la déforestation au niveau mondial, c'est plus que l'électricité qui est produite par des centrales électriques au niveau mondial, c'est plus que les cimenteries qui sont réputées comme extrêmement émissives au niveau mondial, et c'est de l'ordre de grandeur de l'ensemble des voitures et des bateaux au niveau mondial. C'est quelque chose qui est donc tout à fait significatif à l'échelle de la planète, c'est pas un petit truc, et c'est quelque chose qui croît de manière exponentielle, 8% par an pour les gaz à effet de serre. Et ça, dans un contexte où, vous avez peut-être entendu parler des accords de Paris de la COP 21 en 2015, où l'ensemble des pays se sont dit, il faut qu'on reste, on est d'accord pour dire qu'il faut absolument que sur la planète, on ne dépasse pas 2 degrés. Et si on ne veut pas dépasser 2 degrés, en gros, nos émissions, elles doivent baisser de 5% par an. 5% par an pendant plusieurs décennies. C'est la même chose, c'est un effort considérable à faire. Prenez votre salaire, baissez-le de 5% par an pendant quelques années, vous allez voir qu'il va falloir rapidement déménager. Et si vous pensez que ça n'est pas quelque chose d'important à respecter, j'essaierai de vous donner quelques arguments pour vous faire changer d'avis. Après, si on regarde un petit peu comment elle se distribue, cette consommation énergétique, là, je vous ai mis les couleurs chaudes, c'est tout ce qui est lié à la fabrication, donc fabrication des smartphones, ordinateurs, télévisions. Et là, en bleu, couleur froide, tout ce qui est lié à la consommation électrique. Alors, le premier chiffre ou la première chose qui saute aux yeux, en tout cas, c'est que si on prend uniquement les équipements et les terminaux, les terminaux et les équipements, on est à 45%. 45% de la consommation énergétique du numérique, elle passe dans la fabrication des terminaux. C'est pas quelque chose qui est intuitif. Et de la même façon, si vous prenez équipements et terminaux, et si vous prenez uniquement les terminaux donc utilisateurs, on va dire télévision connectée, ordinateur, smartphone, ces trois-là, que vous rajoutez la consommation qui est liée à ces terminaux, vous arrivez à 60%. 60% de la consommation énergétique du numérique, elle est dans vos mains. Donc, ce qui veut dire que quand un article de presse parle de la consommation énergétique du numérique et vous montre un data center plutôt en Californie, plutôt avec des panneaux solaires dessus, on va dire que c'est pas zéro, puisque c'est de l'ordre de 20%, et il faut rajouter une partie d'équipement. On va dire que l'ordre de grandeur, c'est 20%. C'est pas faux, mais c'est pas représentatif. Ce qui est représentatif, c'est toute cette partie-là. Si on voulait faire une photo représentative pour accompagner un article comme ça, on devrait mettre des ouvriers chinois dans une usine chinoise qui fabrique des smartphones. Quand il n'y a pas de virus pour les empêcher de venir. Mais sinon, c'est ça. Et des usines qui sont alimentées par des centrales électriques qui tournent au charbon, puisque 80% de l'électricité en Chine, elle est fabriquée à base de centrales électriques qui tournent au charbon. Et pour info, les centrales électriques qui tournent au charbon, c'est la pire des saloperies en termes de gaz à effet de serre. Et les 9 plus gros émetteurs en Europe de gaz à effet de serre, c'est 9 centrales au charbon. Si on regarde la distribution des émissions ensuite de CO2 sur le cycle de vie d'un terminal, en moyenne mondiale, vous voyez, quand vous avez mis la partie fabrication et la partie distribution, vous êtes déjà à 81%. Alors évidemment, c'est calculé sur un cycle de vie normal, donc en fonction de l'usage, si vous regardez de la vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la partie usage va augmenter et l'autre partie va diminuer. Mais en ordre de grandeur, c'est ça, c'est 80% de votre smartphone, il a fait ses gaz à effet de serre quand il a été fabriqué. Et donc j'ai ramené ça, puisque nous en France, on a un mix électrique qui est extrêmement décarboné, donc la partie usage, elle est très peu émissive, donc je l'ai ramené à 1%, et vous voyez que dans ce cas-là, vous avez plus de 95%, 96% des gaz à effet de serre de votre téléphone, hein, et bien déjà, quand vous l'avez acheté, déballé de la boîte, il avait déjà émis la majeure partie de ces gaz à effet de serre. Donc là, normalement, vous me voyez venir, parce qu'une empreinte carbone, ça se calcule par personne et par an.
Donc votre téléphone, si vous le gardez 10 ans, vous divisez ça par 10. Si vous le gardez 2 ans, vous divisez ça par 2. Si on regarde, ça c'est des chiffres qui m'ont été donnés par des collègues de chez Orange, si on regarde la distribution des émissions de CO2 par composant, vous voyez qu'il y a une grosse partie des émissions de CO2 qui sont liées à tout ce qui est électronique, carte mère et tout. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas des trucs qui claquent normalement, enfin un téléphone électronique, ça claque pas, ça peut arriver. Pas le truc qui claque le plus. Un peu plus intéressant, vous avez ici la batterie. La batterie, de manière assez surprenante, c'est très petit en termes de gaz à effet de serre. Et pourtant, la batterie, c'est un truc au bout de quelques années, enfin ça dépend de vos usages, mais qui va commencer à faiblir un peu. Donc pouvoir la changer, c'est important. Avoir un truc démontable facilement. De la même façon, donc j'ai parlé de la batterie, l'écran. L'écran, il est où? L'écran, il est ici. Donc c'est quand même une dépense importante en termes de CO2. N'empêche que l'écran, c'est un truc sur un smartphone qu'on va péter souvent, enfin que des maladroits pètent souvent. Donc pouvoir le changer, c'est pareil. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand un fabricant de téléphone, et j'en désigne pas un en particulier, communique sur le fait qu'il est green parce qu'il a des data centers en Californie, avec des panneaux solaires sur le toit, c'est super. Mais s'ils pouvaient vendre des téléphones avec des vis qui sont pas propriétaires pour le démonter, avec une batterie qui est pas collée, avec un écran qui est, où il faut pas avoir fait bac plus 8 pour le remplacer, et le tout à un prix juste où on vous arnaque pas juste parce que vous le faites réparer, ça c'est encore plus green. Donc il y a vraiment, ça s'appelle du greenwashing après quand on fait ça. En termes de tendance, les chiffres font toujours tourner un peu la tête. Les ventes de smartphones, ça augmente de 11% par an. Donc là, vous doublez tous les 6 ans. Le parc, il croît très rapidement. Il était à 4 milliards en 2017. Et en 2017, Gartner dit qu'on a vendu 1,6 milliard de smartphones. Ce qui fait qu'on en vend 50. On en vend 50 par seconde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez me dire que c'est pas très grave parce que les smartphones ça va se tasser. De toute façon, on commence à moins en vendre. C'est pas grave. Il y a des relais de croissance. Une étude de la GSMA dit que en 10 ans, entre 2012 et 2022, pour un foyer de 4 personnes, on va multiplier par 5 ou par 6 le nombre de terminaux. Et là, normalement, dans la conversation, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah ouais, mais c'est normal, c'est les pays en développement, de toute façon. Surpopulation, le problème, c'est la surpopulation. » Bah non. Si on regarde qui est le mieux équipé en 2007, c'est plutôt un Américain du Nord ou plutôt un Européen de l'Ouest. Qui est le mieux équipé en 2021, c'est plutôt un Américain du Nord et plutôt un Européen de l'Ouest. Où est-ce que ça a le plus augmenté entre les deux? Plutôt en Amérique du Nord, plutôt en Europe de l'Ouest. En ordre de grandeur, un Américain, en termes de numérique, il fait et de gaz à effet de serre, il fait 2 fois un Européen ou un Japonais, il fait 3 fois un Chinois, il fait 5 fois la moyenne mondiale et il fait 16 fois un pays en développement. Pour le numérique, comme pour le reste. D'accord? Si on regarde, ça c'est des données globales qui concernent pas que le numérique. C'est un extrait d'un article de Thomas Piketty qui dit, en ordre de grandeur, 10% des plus riches font 50% des émissions mondiales, 50% des plus pauvres font 10% des émissions mondiales. Donc là, la bonne expression, c'est plutôt salaud de riche que salaud de pauvre. Ça, c'était pour la fabrication. Sur la partie trafic de données, ce qui vraiment est... donc, taux d'évolution, c'est 24% par an. Là, vous doublez tous les 3-4 ans. C'est essentiellement mangé par la vidéo. C'est la vidéo en ligne qui mange tout. Si vous regardez, vous avez à peu près 20% pour tout ce qui est hors vidéo. Donc, tout ce que vous faites, le web, le mail, les réseaux d'entreprise, l'instant messaging, tout ça, c'est 20%. Et puis après, vous avez 80% qui sont liés à la vidéo. Donc, vous avez un premier 20% qui est lié à tout ce qui est streaming, le Skype, la télésurveillance, la télémédecine, etc. Voilà. Et puis, les 60% là, je vous les ai redécoupés ici pour regarder un petit peu ce que ça donne. Dans ces 60%, vous avez un gros tiers qui est tout ce qui est vidéo en ligne, VOD, la VOD, Netflix, Amazon, je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais Netflix, c'est 15% de la bande passante mondiale. 15% de la bande passante mondiale est consommée par Netflix actuellement. Ça fait que Netflix a une empreinte carbone à peu près équivalente au plus gros cimentier mondial. La pornographie, je comprends pas parce que personne n'y va, mais les plateformes pornographiques, c'est presque un tiers de la conso quand même.
27%, c'est pas négligeable. Vous avez un petit cinquième qui est tout ce qui est vidéo dans les réseaux sociaux, Snapchat, etc. Et puis vous avez les tubes, alors c'est principalement YouTube qui fait un cinquième. Vraiment, sur la partie réseau, c'est vraiment l'usage qui conditionne la consommation d'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez une vidéo en ligne de 10 minutes, haute définition sur votre smartphone, c'est la même chose que mettre un four à pleine puissance pendant 5 minutes. Et si vous vouliez faire la même chose avec un autre usage que la vidéo, il faudrait envoyer pendant 5 heures des mails sans discontinuer, à raison d'un mail toutes les 3 minutes avec une pièce jointe de 1 méga. L'usage conditionne vraiment la consommation énergétique. Sur le stockage en ligne, c'est pareil, c'est des taux de croissance délirants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'être capable d'avoir n'importe où dans le monde, sur n'importe quel terminal où vous vous connecterez, la possibilité d'avoir un mail quand vous envoyez il y a 10 ans un copain, d'aller le chercher sur Gmail, savoir ça à dispo 24 heures sur 24 où vous soyez, c'est extrêmement énergivore. Ça se fait pas à coût zéro. Tout ce qu'on stocke comme ça en ligne, ça a un vrai coût. Tout ça, c'est pas propre au numérique. Alors vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire Tout ça, c'est pas propre au numérique. Depuis les années 50, il y a ce qu'on appelle la grande accélération. Donc sur chaque graphe, vous avez une petite barre blanche là qui date de 1950. Et vous voyez qu'à partir de 1950, les courbes, elles explosent complètement. Alors ces courbes, c'est quoi? C'est l'augmentation de la population. C'est l'augmentation de la population urbaine. C'est l'augmentation de la consommation d'eau. C'est la consommation de fertilisants, le tourisme, les véhicules motorisés, etc., etc. Tout explose comme ça. Donc ça, c'est sur la partie gauche. Et sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle la réponse du système. C'est l'explosion des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est l'explosion des inondations, l'effondrement de la biodiversité. En 30 ans, en Europe, on perd 75% des insectes. 75% des insectes en 30 ans. Ça s'appelle vraiment un effondrement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérique, comme toute autre ressource, le numérique n'est pas le mauvais élève. Je suis pas en train de vous dire que le numérique, c'est le mauvais élève de la bande. Non, c'est comme tout le reste. Ça doit être utilisé avec raison. Donc là, par exemple, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, c'est la photo est assez sombre, c'est un hall de gare vide, où il y a X panneaux qui passent une pub EDF qui veut dire « moins consommer, c'est bien s'équiper ». Voilà. Donc tout ça dans les chiottes, enfin, je pense que... moi, enfin, en sortant du bureau, une fois, il y avait un écran où il y avait marqué qui tourne, en gros, les gens font que passer, ne regardent jamais cet écran, qui disait « N'oubliez pas d'éteindre votre écran le soir avant de partir ». Donc du coup, j'ai débranché. Et je suis pas le seul, je sais qu'il y en a qui sont ici, qui me le mettent sur le dos, mais qui le débranchent eux-mêmes. La sobriété, c'est la seule voie, parce que donc on parle toujours d'efficacité énergétique, mais les gains d'efficacité énergétique ne permettront jamais de contrebalancer l'explosion des usages. Il y a un Anglais à la fin du XXe siècle qui avait noté ça. Il comprenait pas pourquoi, avec des machines à vapeur qui étaient toujours plus efficaces, on consommait toujours plus de charbon. Donc il a donné son nom, ça s'appelle le paradoxe de Jevons, ou ça s'appelle l'effet rebond. Et ça se formule de plusieurs façons. Une façon de le dire, c'est que plus vous optimisez la façon d'utiliser une ressource unitairement, plus vous la facilitez, et bien plus au global vous allez consommer de cette ressource. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie tout le temps, c'est absolument incontournable. Une autre façon de le dire, c'est que dans un univers comme le nôtre, où on cherche toujours à maximiser les performances et la puissance, les gains d'efficacité énergétique qu'on fait ne sont jamais utilisés pour faire de la sobriété. Jamais. Donc au final, tous ces gains, ils permettent de faire plus et de consommer plus. Donc retenez ça, le poids considérable de la phase de fabrication sur les équipements. Par exemple, sur mon MacBook, moi, l'ordre de grandeur pour le fabriquer, c'est 2000 kWh d'une électricité plutôt carbonée. Et en ordre de grandeur, quand je vais l'utiliser tous les ans, c'est 40 kWh d'une électricité décarbonée. Donc le vrai problème, c'est pas, il se fait vraiment à l'achat, à l'utilisation. Là, quand j'utilise, plus j'utilise longtemps, mieux c'est. Même si sa batterie est collée, même si elle commence à me lâcher, même si la carte graphique commence à déconner, et j'espère qu'elle tiendra jusqu'à la fin, et ben, si je veux changer la carte graphique, il faut changer l'intégralité de la carte mère. Et vous avez vu tout à l'heure l'impact carbone, c'est la partie composant électronique. Donc augmenter la durée de vie des équipements, les faire les plus petits possibles, les moins redondants possibles, s'interroger sur nos usages. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer à la 8K? Est-ce que les émissions de Cyril Hanouna seront intelligentes quand elles seront en 8K? Ben voilà, vous avez répondu. Il faut savoir qu'en moyenne, un téléviseur 4K
ça consomme 170 kWh par an. Un téléviseur 8K, ça consomme 400 Wh par an. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a dit que s'il fallait migrer l'ensemble du parc des téléviseurs américains de la HD vers la 4K, on rajouterait en termes de consommation électrique l'équivalent de 3 San Francisco. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 8K? Et puis le stockage quasi illimité dans le cloud, c'est pareil, avoir en permanence des données comme ça accessibles. C'est extrêmement énergivore. Vous avez trouvé que je fais une fixation sur les gaz à effet de serre, vous n'avez pas complètement tort. Vous vous rappelez la COP 21, les pays disent on est d'accord pour rester sur 2 degrés. Ok. Donc, ils donnent tous leur feuille de route et ils disent voilà ce qu'on va faire pour rester au degré. Il y a des gens qui ont des modèles, des ordinateurs pour calculer ça et qui disent ouais ok les gars, sympa, mais ce que vous venez de nous donner là, ça fait pas 2 degrés. Ça fait 3,5. 197 pays s'engagent à respecter, se sont engagés, et bien ce que vous faites, c'est 3,5. Et en plus, sur les 197, il y en a 16 qui le respectent. Donc c'est pas 3,5. 3,5, c'est si on avait respecté. Donc c'est au-delà de 3,5. Donc ça, c'est un graphique qui est sorti du GIEC, qui donne des scénarios et qui dit, ben voilà, selon ce qu'on va mettre en termes de gaz à effet de serre, on appelle ça les scénarios RCP, selon ce qu'on va mettre en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, voilà les températures à laquelle on peut s'attendre à la fin du siècle. Donc ça, vous oubliez, ça se fera pas. Ça, c'est si on faisait des gros efforts. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ben aujourd'hui, on est là. C'est-à-dire sur le pire des scénarios. C'est-à-dire sur le scénario qui nous amène à 3 à 5 degrés à la fin du siècle, sachant que ça, c'est un rapport du GIEC qui date de 2014-2015, je ne sais plus, et dans celui qui va sortir en 2021-2021, nouvelles données, nouveaux modèles, on sera plutôt à 4-6, entre 4 et 6 degrés. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut rester à sous 2 degrés? Ben, c'est assez facile, on regarde, enfin, c'est assez facile, pardon. Quand on vous l'a expliqué, c'est pas très compliqué. Ça, c'est aussi un autre graphe qui sort du GIEC. Ce graphe-là, en première approximation, c'est une droite qui vous dit, en fonction de ce que vous mettez comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température que vous pouvez avoir. Donc là, vous dites, en 2018, on avait mis 2250 tonnes de gaz à effet de serre, gigatonnes, pardon, de gaz à effet de serre. Et donc, avec ça, hop, on regarde où ça coupe la droite, 1,5. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on aura un 5. Sans émission négative, on aura un 5. C'est mort. D'accord? Donc bon. Oups, pardon. Donc, si on veut garder 2 degrés, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. On regarde 2 degrés, on coupe, et on regarde où ça coupe, et c'est 3000 gigatonnes. Donc, c'est-à-dire que sur un budget de 3000 gigatonnes, on en a déjà bouffé 2250. Nous et nos enfants, jusqu'en 2100, on a le droit de consommer 3 fois moins que nous et nos ancêtres depuis l'époque industrielle. C'est comme ça qu'on reste aux 2 degrés. Sachant que nous et nos enfants d'ici 2100, on sera en moyenne 2 fois plus nombreux. Ce qui veut dire qu'on a le droit d'émettre 6, 7 fois moins d'ici la fin du siècle que ce qu'ont émis tous nos ancêtres. Nous et nos ancêtres. D'accord? Idem, quand vous donnez ça à des gens qui savent faire, ils vous disent, c'est simple, en budget carbone, vous comptez grosso modo 1,5 tonne, 2 tonnes par personne et par an au niveau de la planète, si on veut rester sur 2 degrés. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour San Francisco, c'est 1,5 tonne. Si vous faites ça dans l'année, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Vous ne pouvez plus vous habiller, vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus vous déplacer. Enfin, si, tout. Et un autre ordre de grandeur, l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui, c'est 10 tonnes 8. 10 tonnes 8, 1 tonne 5. Donc normalement, vous commencez à entrevoir le fait que ce n'est pas juste en éteignant les lumières et en triant vos déchets que vous allez faire ça. C'est une vraie économie de guerre qu'il faut mettre en place. Le problème, c'est qu'une économie de guerre, ça se met en place dans un contexte de guerre. Une économie de guerre, ça veut dire des règles collectives qui sont privatives de liberté individuelle. C'est une économie de guerre, on est absolument incapable de l'accepter aujourd'hui. On est des enfants gâtés, biberonnés au pétrole depuis les années 50. Il est hors de question qu'on accepte les règles. Ça. Il est hors de question qu'on les accepte parce qu'on ne connaît pas ou on évalue mal les risques qui sont liés à ça. Alors je peux vous en donner quelques-uns, les risques. Ça, c'est un article de Nature qui dit, en gros, que 35 degrés au Vietnam, c'est plus dur à supporter que 40 degrés au Sahara. Parce que le corps humain, il a beaucoup plus de mal à supporter la chaleur avec une forte humidité qu'une chaleur plus élevée sans humidité. Donc ici, vous avez la température, ici, vous avez l'humidité. Et on trace une ligne rouge, là, et là, on dit, si jamais vous êtes dans cette zone-là, là, vous mourrez. C'est un état létal. Alors, vous mourrez pas, vous n'êtes pas foudroyé, comme dans le jour d'après, là, d'un seul coup.
Non, ça prend 6 heures. Vous restez 6 heures dans cet état-là, sans clim, sans moyen de vous rafraîchir. Un être humain normal va mourir. Et donc, ils se sont posé la question de savoir, eh bien, en fonction des fameux scénarios RCP dont je vous parlais tout à l'heure, quelle serait, par exemple, la surface des terres émergées qui, en 2100, aurait au moins 20 jours par an de conditions létales. Donc, les scénarios RCP, c'est celui-là. Donc, en 2100, on est à presque, pas tout à fait 50%, mais au-delà de 40% des terres émergées qui connaîtront en 2100 20 jours par an de conditions létales. Les graphes qui vont jusqu'à 2100, il faut toujours s'en méfier parce qu'on a toujours donne toujours l'impression de dire que jusqu'en 2100 tout va bien, et puis après la merde ça sera pour les autres. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et que déjà, même si vous allez en 2050, vous êtes déjà à 30% quand même. Et vous voyez aussi que quoi qu'on fasse d'ici 2050, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça changera après parce que les choses sont plus ou moins pliées pour les 20 années pour les 20 années qui viennent. Ils se sont demandé de la même façon, ils ont fait une hypothèse. Ils ont dit, ok, imaginons que dans ce scénario-là, personne ne bouge. Il n'y a pas de population qui bouge d'un iota. Et on regarde quel est le pourcentage de la population qui sera exposée à ce risque-là. De la même façon, vous arrivez à plus de 60%, enfin, ouais, on va dire 70%. 70% de la population mondiale, s'il n'avait pas bougé, qui se retrouve dans cette situation-là. Dans le même ordre d'idée, cette carte-là, elle vous dit, en fonction de la... si vous êtes sur du rouge foncé, là, par exemple, vous êtes entre 300 et 350 jours de conditions, de journée où vous êtes dans des conditions létales. Donc vous avez, par exemple, tout le bassin de l'Amazonie, l'Amérique centrale, l'Afrique, côte est, côte ouest, tout le pourtour indien, c'est des centaines de millions de personnes qui vivent là, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Malaisie, Nord. Donc toutes ces zones-là, là, 300 jours par an, plus de 300 jours par an, on aura des conditions où si vous n'avez pas de la clim ou si vous n'avez pas un moyen de vous récupérer, bah, vous mourrez. Par exemple, les Indiens, aujourd'hui, il y a un tiers des Indiens qui n'a pas accès à l'électricité. Et si vous allez, vous n'avez pas besoin de vous expliquer que 300 jours par an, ça fait une bonne partie de l'année quand même. Et si vous êtes sur des zones qui sont un peu moins dramatiques, mais bon, quand même 50 jours par an de ces conditions-là, c'est pas terrible. Et vous voyez que les États-Unis ou la Chine vont être un petit peu touchés. Alors eux, ils ont des moyens pour se battre contre ça, mais et c'est pas le seul, évidemment, c'est pas le seul effet, ce genre de choses. Vous avez le stress hydrique qui va toucher d'autres zones. Par exemple, l'Amazonie n'est pas du tout touchée par le stress hydrique parce que son problème, c'est qu'ils ont trop d'eau, justement, trop d'humidité. Par contre, si vous regardez les États-Unis, alors le rouge là, ça veut dire qu'entre ici et 2040, donc tout à l'heure j'étais en 2100, là je me rapproche un peu, je suis en 2040. Là, ça dit que entre aujourd'hui et 2040, ils vont perdre 80% de l'eau qu'ils possèdent. Donc, qui sont touchés. Vous avez États-Unis et Chine sont fortement touchés. Vous avez l'Afrique australe, vous avez toute la cordillère des Andes, vous avez tout le Maghreb où de toute façon les problèmes d'eau sont déjà une urgence nationale aujourd'hui. Vous avez le sud de l'Europe et donc le sud de la France, notamment Espagne, Italie. Et puis vous avez une partie de l'Asie, Australie, etc. Et puis des trucs comme ça, il y en a plein. Par exemple, les rendements agricoles, on estime que c'est, pour ce qui est le maïs, le blé, le soja et le riz, vous avez entre 10 et 25% de baisse de rendement par degré supplémentaire. Donc vous avez entre 7 et 3, juste lié au climat. Et puis il s'avère que quand il fait chaud, vous avez plus d'insectes voraces. Et vous avez, en plus, ils sont plus nombreux et ils ont plus faim. Donc vous comptez entre 20 et 25% en moins sur les rendements agricoles par degré supplémentaire. Ça, c'est les 2/3 des calories de l'humanité. Okay, le GIEC dit noir sur blanc dans ses rapports, au-delà de 3 degrés, il faut s'inquiéter d'une insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Vous allez à la fonte des calottes glaciaires, là c'est le delta du Mekong. De toute façon, ils seront déjà en plus des problèmes que je vous ai déjà donnés, il y aura il y a le problème de montée des eaux qui fait que vous voyez avec 1 mètre, avec 2 mètres, avec 3 mètres, à la fin du siècle, on sera à 1 mètre. Et ben ça, c'est une région qui abrite des dizaines de millions de personnes, qui font de la riziculture, qui servent à nourrir des centaines de millions de personnes. Bon, si jamais ils avaient survécu au reste, ça finira de les achever. Fonte des glaciers, vous avez, il n'y a pas que les pôles qui fondent les glaciers, donc au niveau de l'Himalaya, les glaciers fondent. Les glaciers, c'est des réserves d'eau naturelle qui se recréent l'hiver et qui viennent alimenter les fleuves l'été. Mais ça, c'est pareil, d'ici 2045. Ça n'alimentera pas 3 tout petits fleuves qui sont le Yonsekiang, l'Indus et le Gange. Vous avez des centaines de millions de personnes qui vivent là, qui font de l'agriculture. Ils font plus d'irrigation l'été, ils font plus d'agriculture. Ils font autre chose.
L'acidification des océans. Les océans absorbent à peu près une trentaine de pourcents des gaz à effet de serre qu'on émet. Ça provoque une acidification des océans. Vous avez tous les micro-organismes qui sont en début de chaîne alimentaire, qui ne vont plus pouvoir synthétiser leurs coquilles. Ils sont en début de chaîne alimentaire. Tout le reste de la chaîne alimentaire va se casser la figure. Et d'ici 2050, il y aura principalement du plastique dans l'océan, mais il n'y aura plus beaucoup de besoin. Idem, le poisson, c'est la première source de protéines animales pour 3 milliards de personnes dans le monde. Et puis, pensez pas que ça va concerner que d'autres pays, on sera concerné. Hein. Chez nous, un été de 2003, pour ceux qui sont assez vieux pour l'avoir connu, un été 2003 aux alentours de 2040-2050, ça devient un été normal. Tous les ans, c'est comme ça. Et donc, vous avez tous les 10 ans des étés caniculaires avec des températures qu'on connaît en Australie aujourd'hui, mais qu'on connaît pas trop en France. 48 degrés en Bretagne, 55 degrés dans l'est de la France. Des risques d'incendie qui sont au niveau de la Bretagne, identiques à ce qu'on connaîtra en Italie et en Espagne. Risque d'incendie, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc on aura peut-être des photos, les mêmes photos qu'en Australie, il n'y aura pas de kangourou à passer devant, mais pour le fond, ça sera la même chose, ça sera en train de cramer. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait sur la première partie du siècle, en fonction des estimations, 250 millions à 1 milliard de réfugiés climatiques, et au-delà de 2050, 2,5 milliards de réfugiés climatiques, dit l'OMS. Gaël Giraud, quand il présente les slides que je vous ai montrés précédemment, il dit 2,5 milliards avec des niveaux d'emmerdement comme ça, c'est pas 2,5 milliards, c'est beaucoup plus. Et réfugiés climatiques, et quelques dizaines ou centaines de millions de morts au passage, parce qu'il y a ceux qui pourront bouger, puis il y a ceux qui ne pourront pas bouger. Et donc en fait, tout ça, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que ça va mal se terminer. Aurélien Barraud disait, comment voulez-vous que ça se passe? Ça peut pas être autre chose que la guerre. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, c'est une économie de guerre. On n'est pas prêt à l'accepter parce qu'on ne pense pas qu'il y a la guerre. Un jour, j'ai lu un article qui disait la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. C'est un article sur le réchauffement climatique. C'est pas des prédictions, c'est pas Nostradamus. Hein, je suis pas en train de faire Paco Rabanne, hein, en train de vous dire voilà les satellites qui vont vous tomber sur la tête. Non, tout ça, c'est des données que vous pouvez trouver dans les rapports du GIEC. Le GIEC, c'est une émanation de l'ONU, c'est des gens qui ne font aucune publication scientifique, ils se contentent de compiler les publications scientifiques qui sont publiées dans des revues avec comité de lecture. Et donc en fait, ils ont compilé plusieurs milliers et ils disent ce qu'est le consensus scientifique. Pas ce qui est certain qui va arriver, ce qui est le plus probable dans l'état actuel des connaissances. Il peut se passer autre chose, mais c'est moins probable. Le plus probable, c'est ça. Si vous croyez que les prévisions du GIEC sont pessimistes, vous vous trompez. Chaque rapport du GIEC est approuvé à l'unanimité. Ce système-là fait que les prévisions du GIEC sont plutôt optimistes. La fonte des glaces qu'on a vue cet été faisait bien partie des scénarios du GIEC, mais des scénarios du GIEC pour dans 70 ans, pas pour cet été. Le GIEC a eu le prix Nobel de la paix en 2007. C'est pas par hasard. C'est un breton qui était président du comité du groupe scientifique du GIEC à cette époque-là. C'est Jean Jouzel. Vous le voyez encore, il tourne. Encore, ça fait un certain temps qu'il tourne. C'est connu depuis les années 90. Combien de temps il me reste? D'accord. Quelques minutes. Ok, c'est parti. C'est quelque chose qu'on sait depuis les années 70. Je vais faire vite. Dans les années 70, Denis Meadows, c'est le deuxième barbu en partant de la droite, il a écrit un rapport qui s'appelait le rapport Meadows et on est à la fin des 30 glorieuses. Il y a des gens qui s'inquiètent, on a envoyé des gens dans l'espace et on commence à se dire que la Terre elle est pas infinie. Il y a des gens qui se demandent comment ça va se passer dans le siècle qui vient. Et donc Denis Meadows, c'est un spécialiste de la dynamique des systèmes, il va modéliser le monde avec des boucles de rétroaction dans tous les sens, et il va donner ça à manger aux ordinateurs du MIT. Et Denis Meadows, en entrée dans son modèle, il y a une population qui mange, qui produit des biens et des services, qui consomme un stock de ressources limitées, qui consomme du pétrole, des terres agraires, et qui a en exutoire, qui a en sorti une exutoire qui s'appelle la pollution. Donc il est en 1970, et il regarde si son modèle correspond à la réalité, il fait tourner, et effectivement, jusque-là, ça correspond bien à ce qui s'est passé depuis 1900. Et il continue à faire tourner son modèle sur les ordinateurs du MIT. Et à chaque fois, ça se passe mal. À chaque fois, au bout d'un moment, l'alimentation se met à baisser, les services industriels se mettent à baisser, et la population se met à baisser. Parce que les ressources finissent, soit parce que les ressources finissent par s'épuiser, soit parce qu'elles sont inutilisables
à cause de la pollution qui les a rendus. La pollution les a rendus inutilisables. Donc Meadows, il va faire 12 scénarios possibles où vous êtes hyper optimiste. Il va dire, ouais, ok, les ressources, finalement, j'en ai 2 fois plus, 4 fois plus que ce que j'avais. La nourriture, bon, la nourriture, on va la consommer plus simplement. Au niveau de la population, je vais mettre du planning familial en place et je vais être plus restrictif. Au niveau de la population, je vais être plus restrictif. Et dans tous les scénarios, on va systématiquement bloom au crash à chaque fois. Sauf dans un cas, où vous partez des années 70 et vous mettez toutes les solutions ensemble. Et vous arrivez à un système qui s'équilibre. Si vous prenez le même scénario que vous le commencez dans les années 2000, c'est mort. Trop tard. En fait, ce que dit Meadows, c'est que dans un monde fini, si le but de l'humanité, c'est croître toujours plus, en consommant toujours plus, vous pouvez être aussi optimiste que vous voulez sur tous les paramètres en entrée, de toute façon, ça se terminera mal. En 2012, il y a quelqu'un qui s'appelle Graham Turner qui a dit, ok, ben en 2012, on va regarder, donc là, en pointillé, c'est ce que Meadows prévoit avec son modèle. Et Graham Turner, il a collé là-dessus les données réelles qu'il a collectées depuis 1970 et 2012. Et il s'avère que ça va sur un scénario qui va au crash. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas une prévision de l'avenir. Parce qu'on dit que le modèle de Meadows, il est juste, mais il est imprécis. Meadows, il lui manque plein de paramètres. Il sait pas s'il va y avoir une guerre mondiale à un moment donné, s'il y a des tarés qui vont balancer des bombes atomiques. Il sait pas quand est-ce que les Américains vont élire un mec encore plus cinglé que Trump. Ça, il sait pas. Il sait pas s'il y a une transition géniale à un moment donné qui va se passer. Et surtout, Meadows, il n'a pas les données du GIEC. Ce truc-là se fait sans le réchauffement climatique. Le modèle de Meadows est juste mais imprécis, c'est-à-dire qu'une population qui chute de cette façon-là, il y a 3 façons de la faire chuter. La guerre, la maladie, la famine. C'est exactement là où nous emmène le réchauffement climatique. J'espère que je vous ai convaincu avec les slides d'avant. La guerre, la maladie, la famine, c'est ce qui nous attend à l'échelle mondiale si on continue à consommer toujours plus. Je finis avec une citation de Pablo Servigne, qui est un collapsologue, donc moi je le trouve, je vais lui faire un reproche qu'on lui fait pas souvent, je trouve qu'il est assez optimiste pour ce coup-là. L'utopie a changé de camp, et l'utopie, celui qui croit que tout peut continuer comme avant. Effectivement, le diagnostic est pas bon, mais par contre l'action, ça rend optimiste. Tu parlais d'avoir un futur, de coder le futur tout à l'heure, moi ça me va bien comme projet, mais encore faut-il qu'on en ait un à coder. Je vous remercie.